Mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence qui nous donne l'occasion de faire une pause avec l'actualité. Je vais pour ma part, en tant qu'organisateur de la conférence avec toute l'équipe du rectorat du Bureau de la transformation numérique, rappeler en 4 minutes le contexte et le sujet d'aujourd'hui. S'agissant du contexte, cette conférence est la 3e de notre cycle de 4 grandes conférences débats qui visent à renforcer le dialogue entre l'université et la cité, ce qui explique pourquoi chacun peut poser des questions, que vous soyez chez vous via l'outil Slido que vous trouvez juste à droite de l'écran ou avec nous dans la salle, et ce, sur des sujets du numérique, qu'il s'agisse de l'automatisation des métiers en octobre, de l'art et de la culture en décembre, des enfants du numérique aujourd'hui et de la surveillance numérique en mai. Ensuite, s'agissant du sujet, permettez-moi de commencer par une anecdote. Avant-hier, en Haute-Savoie, je me suis retrouvé dans une télécabine avec 4 jeunes de 14-15 ans, 2 jeunes filles et 2 jeunes garçons. Tous étaient rivés sur leur téléphone, certains sur des vidéos, d'autres sur WhatsApp, mais aucun n'a échangé un mot, pas un seul mot. Et pourtant, ils semblaient très proches, complices. Nul doute qu'ils étaient un groupe d'amis qui passaient du temps de qualité ensemble. Alors, ces natifs du numérique, hyper connectés, suscitent de nombreuses questions. Quel est l'impact du numérique sur la qualité du lien social? Et comment le temps d'écran est-il utilisé? S'agit-il uniquement de vidéos, de divertissement ou de nouvelles formes d'apprentissage, sachant que l'environnement socioculturel influence aussi l'enfant sur la manière d'utiliser le numérique et que l'étiquette « enfant du numérique » recouvre ainsi des réalités différentes. Nous ne sommes en effet pas tous égaux devant le numérique et cela risque de creuser les inégalités et la fracture numérique. Alors aujourd'hui, il s'agira de mieux comprendre les risques d'une part, quels sont les contenus et mécanismes addictifs à bannir par exemple, mais aussi les opportunités d'autre part. Quelles sont les nouvelles formes d'apprentissage grâce au numérique, formes de créativité et autres questions. Il s'agira aussi de mieux comprendre le rôle que chaque acteur peut et doit jouer. Il y a naturellement les autorités qui doivent agir pour encadrer l'industrie, par exemple en interdisant les mécanismes de captation de l'attention, les bulles d'enfermement ou le ciblage publicitaire. Et là, le régulateur et la Genève internationale ont un rôle à jouer dans cet encadrement. Mais il y a aussi les parents et l'entourage qui doivent maîtriser un minimum les technologies s'ils veulent comprendre ce que vit son enfant et ne pas être dépassés par les technologies, à l'image de cette fillette renvoyant son père à son blog pour connaître la journée qu'elle a passée. Alors cela passera essentiellement par la formation. Au niveau scolaire, il s'agira de prévoir des programmes adaptés, sorte de permis de conduire permettant aux enfants et aux adultes de rouler sur les autoroutes du numérique. Et puis au niveau universitaire, il s'agira d'offrir des cours permettant de développer une culture du numérique, ce qu'on appelle souvent « digital literacy », afin de non seulement maîtriser les technologies, mais aussi d'en comprendre les logiques sous-jacentes de façon critique. C'est pour cela que nous proposons différents cours, dont le cours transversal sur le numérique que j'ai le plaisir de diriger et qui est ouvert aux étudiants de toutes les facultés de l'Université de Genève, dont 2 étudiantes représentantes du cours sont présentes dans cette salle et poseront leurs questions en deuxième partie de conférence. Je précise encore que le cours vise à faire des étudiants ce que j'appelle des citoyens numériques responsables. Le cours fait d'ailleurs travailler les étudiants sous forme d'ateliers pratiques du numérique sur des études de cas, dont les questions de captation de l'attention chez les jeunes, avec des livrables tels que des podcasts ou des vidéos, et pourquoi pas des vidéos pédagogiques sur TikTok. Ainsi, chaque année, nous lançons un appel à collaboration au mois de mai, et nous pourrions volontiers renforcer notre collaboration, par exemple avec le département de l'instruction publique, pour concevoir des vidéos pédagogiques. Alors, pour résumer, l'idée aujourd'hui est de dialoguer avec nos experts pour mieux comprendre le sujet. Il s'agira toutefois essentiellement du prisme des sciences de l'éducation et de la sociologie grâce à nos expertes et experts. Certains sujets ne seront toutefois pas ou peu traités pour des questions de temps. Je pense en particulier aux questions de droit, qui est pourtant un sujet bien important, par exemple, quel encadrement juridique pour les plateformes, quelle protection de la vie privée. Alors pour ceux que cela intéresse, je me permets de renvoyer à nos centres d'expertise respectifs, en particulier le Centre interfacultaire en droit de l'enfant auquel est rattaché l'un des intervenants, et au Digital Law Center auquel je suis moi-même rattaché. 2 centres qui traitent ces questions, en particulier droit de l'enfant pour l'un et protection des données pour l'autre. Sans plus tarder, j'ai le plaisir de laisser la parole à la modératrice, professeure Claire Balèze, pour présenter le déroulé et les intervenants.
je nous souhaite une excellente conférence. Alors, bonsoir, bienvenue. Ça fait plaisir de voir du monde en présentiel, même si on sait aussi, ça fait aussi plaisir de savoir qu'il y a des gens qui nous suivent en ligne. Finalement, ce mode hybride, il reflète bien notre société aujourd'hui, nos modalités de communication. On voit bien que notre vie, aujourd'hui, toute notre socialité, elle s'inscrit dans une forme de continuum en ligne, hors ligne. Et je pense que l'événement même de ce soir en est la preuve. Alors, il y aura deux parties. Moi, je vais pas vous prendre beaucoup de temps ce soir. Je vais vite laisser la parole aux experts. Mais je vais simplement vous dire qu'il y aura deux principales parties. D'abord, nos trois conférencières et conférenciers que je vais présenter tour à tour. On va commencer par Philippe Jaffé, Sandra Cortési et Sébastien Salerno, qui feront chacun une intervention d'environ 10 minutes. Et ensuite, nous donnerons la parole aux deux étudiantes qui suivent justement le cours transversal Comprendre le numérique, donc Maëlie Godard et Nadia Neves, c'est juste, qui poseront quelques questions aux experts. On s'installera alors ici pour avoir un peu plus de convivialité. Et puis ensuite, on prendra bien sûr les questions du public, que ce soit le public qui est présent ici avec nous ou le public qui nous suit en ligne. Donc, sans plus tarder, je vais présenter Philippe Jaffé, qui est notre premier intervenant, qui est donc psychologue et vice-président du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, professeur au Centre interfacultaire en droits de l'enfant, le site de l'Université de Genève. Voilà, je vous laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure. Bonne conférence. Bien, mesdames et messieurs, ça me fait bien plaisir également d'être là. Je remercie évidemment le professeur Benhamou en particulier de l'invitation et de la collaboration entre nos deux centres respectifs qu'il a mentionnés. Je dois dire que la série de conférences est sublime et c'est un merci tout particulier d'avoir dégagé une place pour les enfants dans ce programme très riche. Évidemment, je suis un peu biaisé, même très biaisé en faveur des enfants, en raison effectivement de ma casquette comme membre du Comité des droits de l'enfant aux Nations Unies. Mes remarques seront d'abord un peu générales, parce que par expérience, je sais que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que le Comité des droits de l'enfant, et expliquer un peu ce que c'est et en quoi il est concerné par l'univers numérique. Et puis, au passage, je vais faire référence de manière assez substantielle à un travail important qu'on a réalisé sur la rédaction de ce qu'on appelle une observation générale, je vous expliquerai, sur la question des droits de l'enfant et l'environnement numérique. Puis après, deuxième rideau, si vous voulez, le gros de l'intervention portera sur la question de la soirée. Comment peut-on préparer les enfants et que dit le comité à ce propos? 4 axes sur ce point-là: l'enfant, les parents, l'État et, n'oublions pas, le secteur privé. Donc, sur le premier point, c'est quoi le comité des droits de l'enfant et en quoi est-ce qu'il est concerné par l'univers numérique? Alors, très brièvement, le comité des droits de l'enfant est l'un des 9 comités dits organes de traité qui sont les piliers de la promotion et de la défense des droits humains à travers le monde. Chaque organe de traité, comme le comité des droits de l'homme, le comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes ou le comité des droits des personnes handicapées, chaque comité est fondé sur une convention, un traité international qui est contraignant pour les États qui le ratifient. Et la Convention relative aux droits de l'enfant est le traité le plus ratifié par tous les pays au monde, si vous voulez, sauf un, les États-Unis. Et puis, petit biais, encore une fois, la Convention des droits de l'enfant et le Comité des droits de l'enfant est universel dans la mesure où tout le monde est enfant à un moment ou à un autre de son existence, ce qui diffère des autres comités qui s'appliquent à des segments de la population. La moitié de l'humanité, c'est pas rien, les femmes, ou sur des questions plus spécifiques comme le comité pour la prévention de la torture. La Convention touche à tout ce qui concerne les enfants dans tous ses états.
de la naissance à 18 ans. Santé, éducation, loisirs, culture, protection, droits politiques et j'en passe et des meilleurs. Donc, le comité forcément allait s'intéresser à ce que tous les enfants sont en train de faire. On a eu l'anecdote du téléphérique. Tous les enfants sont concernés par le numérique et le comité également. Mais au fond, pourquoi? Parce que nous estimons que les droits humains des enfants s'appliquent également dans le monde numérique, autant que dans toutes les autres dimensions de la vie des enfants. Donc les droits humains s'appliquent également dans le monde numérique et forcément, s'il y a des droits, il y a aussi des violations. Alors le comité s'est lancé durant 2 ans dans la rédaction d'une observation générale sur les droits de l'enfant dans l'environnement numérique. Et ce document qui fait une 20aine de pages que vous pouvez télécharger, qui est très très dense, fait autorité, si vous voulez, même s'il n'est pas légalement contraignant, il fait autorité quant à comment les États devraient envisager leur législation ou leurs actions sur le thème de l'enfant et du numérique. Une observation générale, c'est aussi un formidable outil pour la société civile, sur lequel les ONG principalement peuvent appuyer leur plaidoyer. Et enfin, je le souligne, une observation générale est fondée sur un travail plutôt acharné qui, je l'ai dit, a duré 2 ans et qui recueille de manière inclusive à la fois les contributions des experts dans le domaine sur le plan global, on n'est vraiment pas du tout limité à des zones géographiques, des ONG, les connaissances, les commentaires des gouvernements qui s'impliquent également pour essayer de nous limiter, de ne pas créer trop de jurisprudence qui pourrait les déranger, mais aussi pour nous encourager sur certains points. Et surtout, ce document est fondé aussi sur un input, la participation des enfants, également sur le plan global, avec des workshops qui se sont déroulés, des ateliers qui se sont déroulés sur tous les continents, concernant plusieurs milliers d'enfants. Alors, je vous encourage à parcourir ce document auquel je vais faire référence maintenant. Alors, pour venir au deuxième point, principalement, qu'est-ce que la question de la soirée? Comment inculquer à l'enfant des connaissances et les réflexes de base pour lui permettre d'user de nouvelles technologies de manière prudente, responsable et éclairée? Sacrée question. Eh bien, au risque de vous décevoir, ma première réponse, c'est de dire j'en sais fichtrement rien. Comment répondre à cette question? Parce que il faut être réaliste, tout simplement. Comment atténuer le risque que les enfants encourent alors que ces risques sont d'abord, et tout le monde le constate, en croissance exponentielle? Dans un écosystème numérique qui évolue à la vitesse grand V, la nature même du risque évolue et expose les enfants à des risques qui sont émergents bien avant que les adultes disposent des connaissances et des outils pour les réduire. Donc il y a vraiment quelque chose de plutôt inversé. Alors je ne parle même pas d'éradiquer, même simplement réduire les risques. La preuve de ce que j'énonce, les enfants vont bientôt sauter à pieds joints dans ce qu'on appelle le métavers. Alors que la plupart d'entre nous, moi inclus, peut-être il y a des exceptions, on a du mal à savoir ce que ce métavers quels seront ses contours. On ne sait pas exactement sur quoi on va déboucher dans quelques années. Mais évidemment, on ne doit pas rester les bras ballants. Et notre observation générale, le travail que nous effectuons au comité, s'organise autour de 4 axes d'action. L'enfant, les parents, l'État et le secteur commercial. Le premier axe est le plus difficile à expliquer. Fondamentalement, il s'agit d'adopter une posture de libérateur concernant les enfants. Lâchons les enfants dans le sens de reconnaissant que les enfants sont des agents actifs dans l'univers numérique, qui s'engouffrent là-dedans inexorablement dans cet univers, découvrent des nouvelles activités et des compétences
Mais en même temps, ils sont toujours exposés à plus de risques. La question n'est plus de limiter, mais de guider. Nous devons accompagner ces natifs digital natives, ouvrir des opportunités, ne pas discriminer et encourager. Mais en même temps, on doit favoriser le versant de la protection en gardant un œil acéré sur ce que, dans la littérature, nous nommons les 4 C, c'est-à-dire les risques liés au contenu, au contact, aux conduites et aux contrats. Le contenu, bien évidemment, c'est l'exposition d'enfants à des choses que vous ne voudriez pas qu'ils voient. Pas besoin de vous faire un dessin, évidemment la pornographie vient à l'esprit. Le contact, bien, c'est toutes les personnes qui rôdent sur la toile et qui peuvent avoir des intentions malveillantes. Les conduites, eh bien, c'est pour simplifier, hein, c'est tous ces algorithmes qui vont guider l'utilisation, le passage d'un enfant sur la toile vers des sites qui vont l'encourager dans des comportements qui sont délétères pour lui, négatifs. Je ne sais pas, une jeune fille déprimée qui est inquiète pour son image corporelle, eh bien, elle va être guidée tranquillement vers des sites qui prônent des régimes alimentaires extrêmes, par exemple. Et on a des exemples de cela. Et puis tout l'aspect contractuel, c'est-à-dire l'utilisation malveillante de pratiques commerciales qui vont entraîner les enfants à acheter des choses ou à devenir des consommateurs qui sont tout à fait manipulés. Donc, pour ce qui concerne ces 4 C, réponse, éducation, résilience, ce sont ce que les autorités devraient encourager, et notamment les autorités scolaires. Deuxième axe, les parents. L'observation générale souligne le besoin de sensibiliser les parents et les personnes qui s'occupent des enfants à la nécessité de respecter le développement de l'autonomie, je cite, des capacités de l'enfant et de la vie privée, et qu'on doit les aider, les parents, à acquérir une culture numérique et à prendre conscience des risques. Troisième axe, je vais très vite, les États ou l'État. L'observation générale s'adresse directement aux États, puisque le comité, finalement, ses interlocuteurs sont les États. Ce sont eux qui sont garants, en premier rang, des droits de l'enfant. Et je vais citer un passage parmi d'autres qui est vraiment crucial pour comprendre le rôle des États. Je cite, « Les États parties doivent veiller à ce que, dans toutes les décisions concernant la fourniture, la réglementation, la conception, la gestion et l'utilisation de l'environnement numérique, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. » Et on voit bien dans cette seule phrase toute la responsabilité que l'État qui a ratifié la Convention, qui fait de son mieux pour suivre un peu les injonctions qu'on émet, doit investir pour suivre ce conseil. J'en finis avec le 4e axe, l'activité commerciale et l'économie privée. Nous avons récemment vu avec les fuites et la lanceuse d'alerte de Facebook que les grandes plateformes, les grandes compagnies qui opèrent, qu'est-ce qui les intéresse? Ce n'est pas les droits humains ni des adultes ni de ceux des enfants, mais c'est évidemment le gain financier, c'est simplement faire de l'argent. Donc, nous avons besoin d'une réglementation contraignante pour tous les opérateurs et tous les acteurs du numérique. Et pour tout produit nouveau, tout produit qui déboule sur le marché, toute nouvelle plateforme, toute nouvelle configuration du numérique devrait réaliser, à mon sens, une étude d'impact sur quelles sont les conséquences positives et négatives pour les enfants. On devrait introduire des systèmes pour qu'il y ait des vérifications d'âge. Les capacités techniques existent pour le faire. On doit pouvoir examiner
dans le détail certains algorithmes qui sont utilisés, cachés si vous voulez, pour s'assurer que cela ne conduise pas à des dérapages, comment dirais-je, délibérés par rapport aux utilisateurs du numérique. On doit revoir certaines formules du neuromarketing et cadrer ces pratiques. On doit aussi voir sur comment les données sont stockées et minimiser la durée de stockage des données, puis faire en sorte surtout que les données ne sont pas revendues jusqu'à que quelqu'un peut utiliser cela pour des objectifs plutôt malveillants, en tout cas pas respectueux des consommateurs. On doit introduire des règles sur le stockage de ces données, et en particulier pour les enfants. Et on doit aussi introduire des mécanismes de plainte qui sont transparents, que les enfants peuvent activer, qui vont les mener à pouvoir faire entendre leur voix quand ils estiment avoir été maltraités, subi des actions qui sont malveillantes à leurs égards. Voilà juste une liste, quelques éléments qui devraient rentrer dans une réglementation qui se respecte. Évidemment, si vous me demandez, et peut-être que vous en savez tout autant que moi, est-ce que ça existe en Suisse? La réponse est bien évidemment non. Ça existe quasiment nulle part dans le monde, et je cite souvent il y a seulement une pratique qui sort du lot, qui est celle de l'Australie, qui dispose d'un e-commissioner, qui dispose d'un mandat assez large avec la capacité d'agir et dans une certaine mesure de contraindre des entités commerciales d'effectuer des modifications à leurs pratiques. Et ça sur plainte de lui-même, c'est une dame d'elle-même avec son équipe. Et c'est une entité qui est bien financée et qui vraiment fait office de meilleure pratique. Voilà, je crois que je vais arrêter ici parce que le temps passe. Je voudrais simplement répéter: soyons réalistes, ça ne signifie pas être pessimiste, ne restons pas les bras ballants, mais remarquons et soyons convaincus que le numérique n'est pas quelque chose d'obscur, quelque part sur lequel personne n'a d'emprise. C'est un endroit où les enfants passent, j'ai presque envie de dire, le clair de leur temps hors de l'école, et il faut vraiment veiller au maximum qu'on fasse de l'ordre dans ce Far West numérique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe, pour cette présentation et voilà, mettre l'accent sur l'importance du rôle des États aussi dans ce défi finalement qui s'ouvre à nous. Hein. C'est un peu le début du défi en fait, hein, peut-être. Voilà, on est au départ de quelque chose. Donc voilà, on a du pain sur la planche. Maintenant, j'ai le plaisir de faire venir devant vous Sandra Cortesi, qui est donc psychologue également et qui est membre du Berkman Klein Center et directrice du projet Jeunes et Médias. Alors, Sandra va s'exprimer en anglais. Il y aura une traduction live qui va se faire pour les personnes qui nous suivent à distance, et puis il y a des petits appareils pour traduire pour les personnes ici qui ont besoin de la traduction. Donc, à vous la parole, Sandra. Hello, everyone. Thank you for coming to the room. I know these are complex times, so I appreciate that you're coming. First of all, sorry for not speaking in French. Maybe just for context, it has been a while since I was exposed to French. I grew up in Colombia, in Latin America. I lived many years in Switzerland, and now I'm based in the United States, in Boston, as you just heard, at the Berkman Klein Center for Internet and Society at Harvard University. Just for context, again, today I will talk a little bit more about young people in Switzerland, but you see on the map all the little dots of places where I do my work. So usually my work has a global emphasis, and it's not just about Switzerland. Maybe 2 footnotes also. I know there are lawyers in here, so they are always very precise.
My work focuses on young people, which usually covers, from my perspective, young people ages 12 to 18. And again, a big emphasis of my work is on inequalities, but today that may not be as much of an emphasis. As I have done this for 13 years now, we can also talk about risks, or we can talk later about privacy, information quality, artificial intelligence. But I was specifically invited today to speak about something very dear to my heart. If you ask me what's the most important thing you're working on, then I would say it's about how to increase youth participation. What do I mean by that? So you see a report on the left side, a screenshot of something we just published. So one of my big goals at Youth and Media is to identify how academia, so my own field, but also how governments and companies can enhance youth participation within their spaces. I have mapped with my team 15 different models of what youth participation can look like, different spaces, methodologies, different formats of how youth participation can take place. And I ask young people globally how they feel about those models. So the project or model that I'm going to introduce to you today is one that actually was realized in Switzerland. It's a youth lab, in this case run by Tagesanzeiger, which is a Swiss newspaper you might be familiar with. It's a newspaper by Tamedia, which is part of the TX group. To me, it's obviously I'm biased because I was part of the project, but to me it's an exemplary project, and probably the only project I'm very familiar with where a company really involved young people over an extended period of time to capture their voices and perspectives. What is a youth lab, or what were the details of it? How did it function? So in this case, it were 30 young people from all across Switzerland that came together every Wednesday for 2.5 hours to discuss with people at the company the future of journalism. Obviously, the media industry, one industry that is heavily impacted by the digital transformation. And so the question was, on one hand, how do products and services that the company offers need to be adjusted for kind of a more digital equipped time? But also kind of what can you do for the next generation coming, the next generation of readers or of content creators, to be, again, more equipped to really address them and their needs. And so 2 things I want to highlight from this project on the substantive level. And these are just placeholders for many questions we talked about in the course of the 3 months. But hopefully these 2 substantive elements give you an idea for why I, in the end, will make a pitch to you, why I think society should involve young people more in what they do. So take them just as an example. This is not the only thing we discussed and came out of the youth lab. The first thing that was somewhat surprising, probably to the adults that were part of the youth lab, was this following point. And I'm going to introduce it in a second, but why was it surprising? I think we came together with very much the assumption that the future is digital. We were in the midst of the pandemic, everything transitioned to digital, and young people, not just young people, but I would say all of us, were increasingly spending a gazillion of hours in front of our screens. School was happening online, you were maybe working from home, so a lot of things happened online. In the midst of that, we asked young people about their perspectives on this digital space and on developments, and somewhat much to our surprise, they were very critical about it. They were critical and they were trying to find new ways to disconnect, to do other things that were maybe were balancing out the time they spent online in front of screens. I'm not saying we will all go back to non-digital and go back to the physical newspaper and refuse to do things through digital means,
But maybe what is interesting as an observation is that a generation is coming that may not take digital as such an exciting thing as some of us may do, and may not take it as their first choice. And I think that's important if we think about the future of media or the future of banking, insurance, or even the future of research and teaching. The second point that was somewhat surprising to some of us, at least, I'm doing a lot of work on data privacy issues around identity and the like, was young people expressed a big desire to have personalized experiences. So in the case of the newspaper, this meant that they were hoping that if they opened the app, they would be welcomed by name. So, hello, Sandra, nice to be here. Nice that you're here and engaging with our content. They were hoping that they would see content that is tailored to their needs and interests, and really have something that feels like it's a personal thing that they can connect with. There are some caveats to this. So while they want personalization, or said they want it, they also want to be in control of it. So they want to have the variables by which personalization takes place. And more importantly, they want to have it as a separate space. The space they go where content is tailored to their needs and interests, but they want to know also at the same time, what is the totality of content available? And I think that stems from their fear or perception that the media and people around them are trying to maybe manipulate them or get them to read things that they feel differently about. And so in sum, I think why, again, is this an interesting example? One, we were not expecting it, and it is counterintuitive to many of the other platforms we are on, from Facebook, Instagram. We have very little choice we have personalization of content there, but we have very little agency over the type of content we see and we get, and we cannot really control it. And so I think that's another highlight for this specific company to be very aware of. So maybe to close, just again, I hope these two examples and this format of youth engagement showed you what is possible also within a company or the corporate sector. To me personally, I'm a little bit more aligned with what Philippe was saying. I think society has an obligation to involve young people, no matter what sector you're in. I do participatory research in academia, but I think governments and companies have a role to play as well. So we really need to include youth, kind of the next generation, in decisions that are crucial for their future. Unfortunately, this is not happening yet. So young people very rarely get a seat at the table. And I think that's something that we need to change. I don't think that's acceptable. And so in addition to this kind of generational justice or fairness argument, I think there are functional reasons why different sectors should involve young people. And here are just three to name some examples. One, I think things are changing quickly. One day people are on Instagram, the next is on TikTok. One day they feel comfortable sharing their multiple identities, and the next day they prefer to not do so. So things are changing very quickly, and we need to find new ways of how to capture, almost like in real time, what's happening. So we need to adjust the cycles by which we collect evidence. Two, I think the topic of personalization, but also if we talk about privacy or any other issue, we see that young people may use the same terms or concepts, but they have a different understanding of it. And sometimes these different concepts that young people and adults have, they are not fully interoperable, so they don't connect. So we have to find new spaces, new models, new formats, where mutual learning is possible, so we can see what the other side, essentially the other party, means. So this learning takes place.
And last but maybe not least, we may not agree what the problem is. And so I'm not saying young people are always right when they say, this is my concern or this is what I want you to fix. But I think it points often towards blind spots we as adults have, and it may help us address it then in practice to create things that are more relevant to youth and are more meaningful to them as well, hopefully then to society overall. So I passed my time, half of me is still very Swiss, but I hope I was able to make a pitch for why all of us need to include young people more often, give them an actual voice and an actual seat at the table, and there is no excuse if you are in academia or if you're a company or if you're a government. Thank you so much. Bon, merci beaucoup Sandra d'avoir amené cette dimension de la participation, je pense qu'il nous est très cher aussi, avec un exemple finalement très concret aussi de comment les institutions, qu'elles soient privées, publiques, politiques, peuvent rejoindre la jeunesse par le numérique aussi, et pas seulement attendre de fixer des règles et de décider quels sont les problèmes, quels sont les... Voilà, avec des peurs qu'on a vu avec le professeur Jaffé, des peurs qui sont des fois très diffuses, qui sont globales, qui sont multiples, et de dire, mais si on se recentrait aussi sur les jeunes, sur leurs pratiques, qu'est-ce qu'ils font ? Quel est le sens de ces pratiques, la signification, comment les faire participer et comment aussi être à l'écoute de ce qui représente pour eux vraiment un danger et un problème. Mais pour ça, effectivement, ça demande de passer, de changer le top-down et d'inverser un petit peu les dynamiques. Donc, merci beaucoup. Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir donc... voilà, il y avait encore un slide, voilà. Sébastien Salerno, qui est enseignant, chercheur, sociologue au sein du Media Lab de l'Université de Genève. À toi la parole. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de l'invitation. Alors, voici le titre de ma présentation. Je te vois toujours sur mon portable et ça renvoie donc à une petite vidéo qu'on verra tout à l'heure. J'ai beaucoup hésité avec ce titre et un autre. Arrête avec tes selfies. Alors, juste un ancrage théorique. Bref, donc la pensée sur les cultures jeunes, sur les cultures juvéniles, elle a été marquée longtemps par Talcott Parsons, qui est un très grand chercheur en sciences sociales et qui a écrit un article important dans la revue américaine de sociologie qui paraît dans les années 40, et où il va essayer de définir ce que c'est qu'une culture jeune, culture des jeunes. Alors, ce qu'il faut retenir de son approche, c'est que la culture des jeunes, c'est une culture qui se déploie grosso modo au moment où les jeunes sont scolarisés. Ça peut aller jusqu'à l'université, c'est un moment où donc les jeunes vivent toute une série de mutations, de changements, et où ils sont entre eux. Alors, deuxième point, cette culture des jeunes, c'est une culture qui se déploie par opposition à la culture des adultes, et plus précisément à la culture des rôles adultes à venir. C'est une perspective qui va donc se déployer de l'après-guerre jusque dans les 30 Glorieuses. La culture jeune, ou les cultures jeunes, c'est une culture qui est faite de musique, qui est une culture qui est faite de sport, c'est une culture qui est faite évidemment des relations, des rapports entre les jeunes hommes et les jeunes femmes. C'est une culture qui est une culture masse médiatique, c'est une culture qui s'appuie donc sur les médias de masse de l'époque, des années 40, 50, 60, 70, donc les magazines, le cinéma, la radio, et puis plus tard la télévision. C'est une culture qui, nous dit Edgar Morin, qui publie dans les années 60 un ouvrage important qui s'appelle « L'esprit du temps ». C'est une culture qui fabrique des célébrités. Edgar Morin les appelle les Olympiens, et ces Olympiens, vous en avez deux sur la couverture de « Salut les copains », c'est Sylvie Vartan et Johnny Hallyday, qui étaient, je crois, mariés, me semble-t-il. Alors, ce sont des vedettes, ce sont les vedettes de l'époque, et ces vedettes, elles sont comme des étoiles, elles sont inatteignables, mais en même temps, elles fabriquent des représentations, et on peut se projeter dans leur propre vécu. Dernier élément par rapport à cette culture, c'est que c'est une culture qui est très démocratique, qui s'adresse à chacune et à chacun. C'est une culture très ouverte. On passe
de ces années qui vont donc de l'après-guerre jusque dans les 30 glorieuses à la mi-temps des années 90, donc une culture médiatique à une culture numérique. Cette culture numérique, comme vous le voyez derrière moi dans les deux graphiques, elle se déploie dans toutes les classes d'âge, mais plus fortement, c'est plus fort encore, donc si je me tourne, dans la classe d'âge des adolescents, les 14-19 ans. Et on le voit sur le tableau qui est à votre droite, et qui est un peu tronqué. Donc, je vais le reprendre, je ne sais pas pourquoi il est un peu tronqué, mais la courbe la plus élevée, la courbe la plus pâle des trois, c'est la courbe des 14-19 ans. Cette courbe, elle a été rejointe par les autres courbes, les 20-29 et les 30-49. Au fond, le décalage, il se fait aujourd'hui entre les actifs et les non-actifs. Il y a encore un décalage entre les actifs et les non-actifs, mais sinon, toutes les classes d'âge ont fait recours à Internet, et il y a donc une intensification du recours à Internet dans toutes les classes d'âge. S'agissant donc des jeunes et des moins jeunes, ce que l'on constate, c'est que cette nouvelle technologie du numérique, elle fait partie de façon intégrale de nos vies, et le Wi-Fi est devenu un peu comme l'air qu'on respire. Une des premières questions qu'on se pose lorsqu'on voyage, c'est est-ce qu'il y aura du Wi-Fi? Est-ce qu'on pourra être connecté? Alors ça a amené le philosophe du numérique, Luciano Floridi, à avancer ce néologisme de on life, qui permettent de montrer qu'on est dans une période de brouillage. Au fond, toutes les générations, qu'elles soient quinquas, sexas, septua, octogénaires, elles pouvaient faire cette distinction entre une vie non médiatique et une vie médiatique. Les générations d'aujourd'hui, c'est des générations pour lesquelles il y a un brouillage, ou dit de façon plus jolie, c'est une situation hybride où on est à la fois hors ligne et en ligne. Alors, cette intégration dans nos vies de cette nouvelle technologie, elle est visible évidemment dans les pratiques, ça a été dit par l'introduction, mais elle est aussi visible dans les mots. Si vous tendez l'oreille, ou si vous-même, ou si c'est votre cas, les mots de la culture numérique, c'est les mots qu'on utilise au quotidien. Donc ça va être par exemple comment tu vas, hashtag il n'y a pas de souci, ou ça va être slash j'ai faim, slash il n'y a pas à boire, etc. Ceci permet de montrer qu'au fond, le numérique, ce n'est pas simplement des pratiques, c'est des représentations, c'est des mots avec lesquels on vit au quotidien. Alors, ce qui vient très rapidement lorsqu'on se coltine avec une nouvelle technologie, c'est la question des dangers. Et la question des dangers, on a toujours l'impression que c'est une question nouvelle, alors même que c'est faux. On a eu peur on a eu peur des livres, du livre, on a eu peur de la presse imprimée, on a eu peur de la radio, de la télé, des éditions de poche des livres, on a eu peur d'Internet, on a peur des plateformes, et on aura vraisemblablement peur de la technologie qui suivra. Cette peur, elle est souvent dirigée vers les jeunes. Donc ça, c'est un extrait de la Gazette de Pittsburgh. C'est un article qui paraît en 1944 et qui pointe le fait que les jeunes pourraient avoir leur santé, c'est-à-dire leur sommeil, perturbé par les programmes radiophoniques. Très souvent, cette peur, elle se dirige vers des médias sur lesquels il y a peu d'études et vers un groupe social en particulier, c'est les jeunes. Mais lorsque vous posez la question aux jeunes, les jeunes, que vous disent-ils? En fait, le problème, monsieur, c'est pas pour nous, c'est pour nos parents, c'est pour nos grands-parents. Nous, ça va, on se débrouille assez bien avec Internet. Alors, il y a quand même des dangers sur le numérique, peut-être qu'on en reparlera plus tard dans le cadre des échanges, notamment avec le professeur Jaffé. L'UNICEF propose une typologie des différents dangers du numérique pour les jeunes, et comme vous pouvez le voir derrière moi, ces dangers peuvent porter sur le contenu, sur les contacts, sur le comportement, et très souvent, ils ont trait aux violences sexuelles. Mais il y a des dangers dont on parle moins et qui sont tout aussi prégnants. Le premier, c'est ce développement de la culture de la chambre. Mais là encore, il est empli de représentations. C'est l'idée qu'au fond,
dans la chambre, à l'abri du regard des adultes, etc., donc de la supervision. Les jeunes mèneraient des activités seuls et cette culture de la chambre serait perçue de façon négative. Deuxième danger, très important, c'est celui des inégalités. On l'a vu durant la Covid. De la même façon que la scolarité, elle est différente si, en tant que jeune, vous pouvez avoir une chambre ou un espace dans l'appartement ou dans la maison où vous pouvez faire vos devoirs. Pouvoir bénéficier pour soi d'un écran, c'est une expérience complètement différente que de devoir partager un écran avec ses 4 frères et ses 5 sœurs. Pouvoir faire les devoirs, suivre des cours sur un écran d'ordinateur large et moderne, c'est différent que de faire ses devoirs, suivre les leçons sur un écran qui est brisé. Et donc, le numérique, il creuse des inégalités qui sont préexistantes, et ces inégalités dont on parle peu, mais dont il faut parler et qui sont extrêmement importantes. Autre inégalité, non pas des inégalités de ressources, mais des inégalités de genre. Donc, j'ai vu Isabelle Collet, elle en parlera peut-être plus tard et mieux que moi. Elle montre, donc, dans son ouvrage « Les oubliés du numérique », que les oubliés de cette technologie, c'est un genre en particulier, ce sont les femmes, et qu'au fond, elles subissent toute une série de représentations, de stéréotypes que l'on trouve en dehors de cette technologie du numérique, mais qui se reproduit, parfois se redéploie sur le numérique. Et donc ces inégalités liées aux différences de ressources, au genre, ce sont des inégalités qui pèsent. Avant-dernier type d'inégalité très connu, c'est l'abondance d'informations, l'infobésité. Selon les sujets, on est face à une abondance d'informations et donc il faut faire le tri. Et donc se pose la question par rapport au numérique, qui fait le tri? Donc ça, c'est une question très connue. Dans une classe, la personne qui fait le tri, on peut l'identifier. Dans une famille ou sur une place d'apprentissage de métier, etc., on peut l'identifier. Mais sur le numérique, qui fait le tri? Vers qui peut-on se tourner avec sécurité? C'est une question ouverte et les organisations, les États, etc., ils essayent de labelliser, étiqueter, faire en sorte qu'on puisse les reconnaître comme étant des trieurs. Et puis, il y a la question du contrôle. Sur le numérique, d'aucuns pourraient pointer le fait qu'il y a trop de contrôle, c'est la surveillance, qu'elle soit organisée par les États, par les gouvernements ou par les entreprises, où il y a au contraire pas assez de contrôle et trop de liberté. Et puis il y a toutes les activités liées à la commercialisation, mais je vais aller plus vite. Alors, est-ce qu'on est en train de créer des idiots numériques? C'est une des questions qu'on peut se poser, et la meilleure des façons pour y répondre, c'est de regarder ce que font les chercheurs. Alors on a des études quantitatives, une des plus connues, c'est l'étude James, qui est menée en Suisse depuis très longtemps, et au fond on se rend compte que les activités menées par les jeunes, ces activités assez peu engageantes. Que font les jeunes? Des choses assez banales. Ils regardent ce que font les autres jeunes. Donc, ils vont sur les comptes des autres jeunes, ils likent, donc ils expriment leur goût, leur sensibilité. Les activités les plus engageantes, celles qui demandent, ça a été dit au début, une littératie, une alphabétisation plus poussée, c'est les activités les moins menées. Et puis, y compris lorsqu'on va vers des études qualitatives, donc ça c'est l'étude de Dana Boyd, mais on aurait pu aussi parler des études de Claire Bailey, des études plus qualitatives, lorsqu'on parle avec les adolescents. Au fond, d'abord, on se rend compte qu'ils sont tous sauf naïfs et qu'ils se protègent. Et la première des questions qu'on pose aux jeunes par rapport à leur compte, si ça vous est arrivé, y compris peut-être aux personnes qui vous sont les plus proches, mais tu as changé ton compte? Et la première des réponses qui peut nous venir, mon compte, lequel de mes comptes? Les jeunes ont plusieurs comptes, mais de la même façon que nous, on a plusieurs adresses e-mail. Pourquoi est-ce qu'on a plusieurs adresses e-mail? Parce qu'on fait plusieurs choses différentes avec nos différentes adresses e-mail. Les jeunes ont plusieurs comptes sur Insta, sur TikTok, parce que justement, ils distribuent leurs comptes selon leurs activités. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils protègent leur vie privée bien plus que ce qu'on pourrait le croire. Et toutes ces questions liées à la sécurité sur le net, c'est des questions qui sont pour eux extrêmement importantes.
le clou de la présentation, c'est ça. Je ne sais pas si on arrive à voir, je ne sais pas si on est en retard. On peut voir ça? On peut le voir. Donc je ne sais pas si on peut voir cette vidéo. C'est une personne qui est souvent sur TikTok et qui est assez jeune. Alors, je ne sais pas si on peut l'entendre. Oh, oui. T'as mal à la tête? Ah, il faut mettre un peu plus fort. Tu veux sécher les cours? Non? De toute façon, c'est la faute de ton téléphone. Hein. Je te vois toujours sur ton portable. Hein. Toujours. Hein. Matin, portable. Hein. Midi, portable. Après-midi, portable. Mercredi soir, hein, portable. Portable, portable, portable. C'est... Voilà. T'as mal à la tête? Hop, voilà, c'est parfait. Merci. Donc, alors, premier degré de lecture, c'est un jeune qui s'amuse de sa maman qui lui dit « t'es toujours sur le portable ». Et donc, le portable, c'est à la fois le sujet de sa moquerie, mais c'est aussi l'objet, le support sur lequel il va s'exprimer. Alors, deuxième degré de lecture, c'est qu'en fait, ce jeune talentueux, il a complètement intégré le discours normatif des parents vis-à-vis du téléphone. Hein. Et la dimension centrale, c'est le temps. Et ça renvoie à quelque chose qu'on connaît bien et qu'on nous a dit à nous, qui sommes, hélas, déjà plus âgés, tu regardes encore la télévision. Et la question qu'on nous disait, c'est pas qu'est-ce que tu regardes ou qu'est-ce que tu fais en regardant la télévision, mais c'est combien de temps tu passes à regarder la télévision. C'était jamais la question quoi, pourquoi, mais souvent combien de temps. Et au fond, le troisième degré de lecture, c'est que les parents s'intéressent assez peu à ce que les jeunes font sur et avec les médias numériques. Encore une fois, très souvent, la question qu'on leur pose, c'est la question du temps. Je vais y revenir. Alors même que, pour toutes les autres activités, la question qu'on leur pose, c'est comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé ton test? Comment ça s'est passé ton match? Comment ça s'est passé ton audition? Comment ça s'est passé ton rendez-vous? Comment ça s'est passé le rendez-vous avec grand-mère? Hein? Comment ça s'est passé? S'agissant des médias numériques, c'est combien de temps? Alors, combien de temps? Je crois que c'est la dernière question. Derrière la question du combien de temps, il y a une connotation positive puis une connotation négative. La connotation positive, c'est que, hors ligne, dans les socialités en dur, dans la vraie vie, comme s'il y aurait une vraie vie, eh bien, le temps qu'on passe, c'est un temps positif. Alors que, connotation négative, les socialités qu'on mène en ligne, c'est des socialités qui sont connotées négativement. Alors même que dans la vraie vie, on peut avoir, chacune et chacun d'entre nous, des rencontres ou des échanges qui sont tout sauf joyeux. Alors combien de temps? À partir du quand c'est trop? Alors, deux chercheurs ont publié une étude très importante en 2017. C'est une étude importante parce que d'abord, le nombre de jeunes, c'est des Anglais, ils ont 15 ans, sur lesquels portent leur étude. Donc ça en fait vraiment une étude très importante, plus de 120 000 jeunes en 2017, donc c'est des jeunes ados. Et au fond, ils vont tester une hypothèse, c'est l'hypothèse de la modération. Et c'est un changement parce que pendant très longtemps, la thèse qui a prévalu dans les travaux sur les rapports aux écrans, c'était une thèse ou une hypothèse du déplacement. C'était l'idée qu'au fond, les effets étaient négatifs parce que les activités qu'on menait sur le numérique, c'était des activités qui prenaient la place de. Donc le temps qu'on prenait sur le numérique, c'était du temps qu'on ne passait pas à faire d'autres choses. Passer du temps avec sa famille, passer du temps avec les gens qu'on aime, lire des livres, faire du sport, aller à l'église ou que sais-je d'autre encore. Et ce que montrent ces deux chercheurs, c'est qu'au fond, quand on passe environ entre 2 à 3 heures par jour, ce qui peut paraître peut-être beaucoup sur les plateformes, eh bien, ça a très peu d'effet sur le fonctionnement émotionnel et social. Au fond, ce que nous disent ces deux chercheurs, c'est qu'il ne faut pas que les jeunes se privent d'être sur les plateformes, parce qu'en se privant sur les plateformes, ils se privent d'informations sociales qui sont extrêmement importantes pour eux.
qu'est-ce qui est à la mode au cinéma, en chanson, en musique, pour les habits, que sais-je d'autre encore, où est-ce qu'il faut aller, à quelle heure il faut se donner rendez-vous. Donc ni trop peu, ni trop, parce que quand c'est trop, évidemment, ça peut avoir des effets négatifs. Et donc, c'est l'hypothèse boucle d'or, parce que comme boucle d'or, donc ça fait référence au conte des frères Grimm, comme boucle d'or, il faut choisir un espace qui soit ni trop, ni pas assez. Et puis enfin, et je m'arrêterai ici, c'est aussi ce qui m'arrive encore de dire, arrête avec tes selfies maintenant. Il y en a marre. Hein, et au fond, le sous-entendu, c'est il y a mieux à faire que de prendre des selfies. Mais qu'est-ce que tu en fais de ces selfies et la question qu'on doit se poser en tant que chercheur, c'est ce qu'on fait au Media Lab, c'est le sens, les sens. Qu'est-ce qui fait que les jeunes se prennent en selfie? On peut travailler avec des questionnaires, on peut travailler avec des entretiens, avec des focus groups. Et au fond, quand on pose cette question aux jeunes, on se rend compte que ça revêt plusieurs sens, et des sens tout à fait rationnels. C'est une expérience, un moment que les jeunes veulent conserver, c'est une image qui est à soi, et c'est parfois des moments de liberté. Et au fond, les pratiques qu'ont les jeunes sur les plateformes, c'est des pratiques qu'on a eues, nous, avec d'autres médias. Ce très beau film qui s'appelle Thelma et Louise de Ridley Scott, ces deux femmes qui décident de prendre leur vie en main et de vivre leur vie en liberté. Quand elles retournent l'appareil, elles se considèrent comme des individus, comme des sujets qui peuvent vivre leur vie en liberté. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Sébastien. Effectivement, le manque de curiosité des fois et de connaissances de la part des adultes, des parents, mais aussi de nouveau des institutions un peu éducatives, des pédagogues, des institutions dévouées à l'éducation des enfants aussi, de savoir quelles sont ces cultures numériques. Et peut-être juste un petit point sur la question des selfies, parce que moi, très souvent, effectivement, aussi, des parents me disent que leur enfant est narcissique parce qu'il se prend beaucoup en selfie, leur ado se prend trop en selfie. Et moi, souvent, je demande combien de photos vous avez, en fait, de votre enfant depuis qu'il ou elle est né. Et où, en général, aujourd'hui, le premier objet que l'enfant voit en sortant du ventre de sa mère, c'est un téléphone qui est braqué sur son visage, et ça, c'est le début de milliers de photos qui vont être prises de l'enfant, ou tout simplement, l'enfant grandit en ayant un téléphone rivé sur lui en disant ben voilà, on va faire un Skype avec grand-maman. Attends, regarde grand-maman, dis bonjour à grand-maman, refais, allez, on va voir grand-maman. Voilà, comme ça, toute la journée, des parents qui sont sur leur téléphone, des parents... L'enfant n'a pas non plus accès à l'activité qui est menée par l'adulte sur son téléphone, donc il voit juste que cet objet-là a l'air très très sympa et que vraiment il a l'air très absorbant, et l'enfant lui-même apprend à se construire via l'image que renvoie son téléphone. Et on voit aussi très souvent des grands-parents qui prennent des photos et qui font poser 15 000 fois. L'autre jour, ça m'est encore arrivé, une grand-maman qui prenait 15 000 photos de sa petite fille en train de goûter et qui lui demandait de refaire cette fameuse mimique si chou qu'elle aimerait beaucoup pouvoir capturer. Voilà. Alors maintenant, nous allons, si vous le voulez bien, nous installer ici pour prendre les premières questions de la table ronde. Et je vais inviter donc Maëlie Godard et puis ensuite Nadia Neves pour poser les questions aux experts. À vous la parole. Bonsoir, donc je suis Maëlie. Je représente le cours de l'université, qui est un cours transversal qui s'appelle Comprendre le numérique. C'est un cours qui est ouvert aux étudiants et étudiantes de toutes les facultés. Et on nous a invités à venir pour cette conférence et on est ravis de pouvoir poser quelques questions aux personnes présentes. Merci déjà pour toutes vos interventions qui étaient très intéressantes et très enrichissante. Une première question que j'aimerais poser, c'est comment, en tant que parent, ou moi ce qui me concerne un peu plus peut-être en tant qu'enseignant ou enseignante, comment on peut rester à jour vis-à-vis de ces technologies numériques qui évoluent toujours
si rapidement? It's okay for you to answer? I think so. So Okay, let's see if okay. this Thank works you. and if I understood your question. So one thing to stay updated with what's going on, there are multiple things you can do. One is you have a conversation with young people about it. And if you're a parent, you do it at dinner table. And if you're a company, you find formats. And if you're a government, you find other formats. So ask is a good first step. And maybe a second step is to take away the pressure from yourself to always know everything. So you won't know everything and all functions of TikTok. I don't even know all of TikTok, too old for TikTok. But maybe there are things you can share with each other where the young person can show you something and you as an adult may show something back and you learn from each other. So take away a little bit the pressure on yourself to know everything. But ask, it's not a bad thing. Alors bonsoir, je me présente, je suis Diana Neves. Je fais aussi partie du cours Comprendre le numérique et je suis étudiante en droit. Merci pour vos présentations. J'aurais du coup aussi une petite question à vous poser. Ça revient sur un sujet que vous venez d'évoquer. Est-ce que vous pensez finalement qu'établir un nombre maximum d'heures d'utilisation du numérique, ça puisse être une solution efficace pour guider les enfants? Sébastien? Je pense que chacun, alors il faut parler dans le micro, je pense que chacun a sa réponse. Donc, ce que montrent les chercheurs, c'est que, grosso modo, entre 1 heure et 3 heures, ça n'a pas d'effet sur sa santé. Ensuite, est-ce qu'il convient de mettre une limite? Je pense que, encore une fois, tout dépend de ce que l'on fait sur le portable. Très souvent, la question c'est, mais ça revient un peu à ce que j'ai dit, je ne voudrais pas me répéter, mais au fond, on a toujours cette idée qu'on passerait trop de temps. Mais les téléphones sont devenus des outils de travail, c'est des agendas, c'est des outils pour s'amuser, pour se divertir, etc. Et donc, encore une fois, le temps qu'on passe dessus, c'est peut-être pas la bonne question. Peut-être que la bonne question, c'est d'abord, est-ce que quand on veut le mettre à distance, est-ce qu'on y arrive? Donc, il en va du téléphone comme d'autres substances. Et est-ce que il y a aussi peut-être la notion d'apprentissage, hein, c'est le fait de ne pas subir la technologie, mais d'apprendre avec elle, être capable de la maîtriser, être capable de faire des choses. Je pense que sur ce point, la plupart des formations, y compris scolaires, elles ont beaucoup avancé. Et puis peut-être, je ne sais pas si vous voulez, si c'est clair ou si quelqu'un voudrait avancer encore un élément. Just to add to that, you mentioned it already to a certain extent, but one, it needs to be a gradual approach, so a 2-year-old versus a 6-year-old versus a 15-year-old or a 25-year-old. So a gradual, age-appropriate approach. And 2, maybe we also need to make, and I think that's, sorry if I didn't understood always everything, but I think we need to distinguish what the time is spent on. So is it 3 hours of watching YouTube or 3 hours of learning how to code or 3 hours developing your identity? Not to put a value judgment, but maybe what is more active versus more passive, and then through which activities do you gain either social, cultural, or financial capital? So, which you can do watching 20 hours of YouTube videos, but what do you gain? What does a young person gain by it? And that may get you then closer to the time response, which is a very bad measure anyway for all of this. Et peut-être un complément qui rejoint ce que vous disiez, Sandra, sur la question du dialogue aussi, c'est-à-dire que si on connaît, ce que tu disais toi aussi, Sébastien, si on sait, par exemple, qu'un ado veut jouer à Fortnite, et si on sait qu'une partie de Fortnite, ça dure 20 minutes,
on peut parler en partie de Fortnite et on peut dire, ok, tu peux faire 2, 3 ou 4 parties de Fortnite. Mais de dire, en fait, tout d'un coup, viens à table et c'est la sanction qui tombe et de venir chercher son enfant dans la chambre et l'arracher alors qu'il est en train de gagner sa partie de Fortnite avec ses amis, c'est un peu comme de venir sur le stade de foot et qu'il est en train de garder les buts et qu'il va marquer et de le prendre et de le retirer. Donc, c'est-à-dire si on n'a aucune idée de l'activité et c'est quoi ces heures passées justement à faire quoi, bien voilà, il faut savoir qu'est-ce qu'on encadre finalement. You talked about youth participation, and I was wondering if you had any suggestion on how the University of Geneva could involve and include youth in its evolution. Well, it's an excellent question. I think as it is for many companies and other types of organizations, I'm making the pitch that you include young people at all levels of the organization. So the University of Geneva could include young people at the strategic level, making decisions about courses, directions, as I say, strategic. But you could also include young people where companies would say it's product design, so how do spaces need to look, or what is the appropriate way of teaching, and the like. So I think at all levels of the organization. And then some of it for a university might be outwards facing, so you do it because it's the right thing to do, because you seem like a forward-looking university that takes actually your students seriously. But it may also be inwards facing, where you say, people in this space, professors, scholars, may gain something by working with young people and through these formats. So it can be an inwards benefit. So you can do it at all levels, from strategic to specific products or issues or problems. And you can do it so it's more outwards facing or inwards facing. J'ai une autre question. Est-ce que vous pensez, parce qu'il y a par exemple des réseaux pour lesquels il faut avoir un âge minimum pour s'inscrire ou participer, est-ce que vous pensez qu'être exposé trop jeune peut créer une dépendance, ou au contraire, ça permet justement de construire une relation saine avec le réseau en question? Est-ce que Philippe voulait répondre ou... Oui. Est-ce que ça marche? Oui. Je pense qu'il faut d'abord cesser de parler des jeunes comme une seule catégorie. Il y a beaucoup, ce n'est pas une catégorie homogène. Les enfants ne sont pas pareils les uns des autres. Il y a des enfants qui sont plus vulnérables, il y a des enfants qui connaissent des difficultés, il y a des enfants qui fonctionnent beaucoup mieux que d'autres, qui sont mieux encadrés. Et tous ces différents enfants connaissent des parcours, des trajectoires, des risques différents également. Donc c'est dans ce contexte-là que je crois qu'il faut différencier et appliquer, si vous voulez, des règles qui sont adaptées à ces enfants, non seulement à des âges différents, mais selon leur type de fonctionnement, les milieux dans lesquels ils vivent, les opportunités qu'ils ont, les discriminations qu'ils subissent, et ainsi de suite, et pas simplement parler des enfants en général. Je voulais juste revenir, si vous me permettez, pour rebondir sur la question. On parle de la participation des jeunes. Moi, je ne vais pas parler des jeunes parce que ce n'est pas ma spécialité. C'est 0-18 ans, la mienne. Il y a une obligation légale de la participation des enfants. La Suisse a ratifié la Convention qui oblige l'État et toutes les entités qui fonctionnent à l'intérieur de la Suisse à faire en sorte d'aller chercher les opinions des enfants, je cite, sur toutes les matières qui les concernent directement ou indirectement. La Suisse est assez mauvais élève sur la question. Il y a des pays qui font ça beaucoup mieux que chez nous. Il y a des, comme vous citiez quelques exemples, dans les sphères privées ou dans les écoles, les conseils de classe, j'en passe et des meilleurs. Mais on est en train un petit peu de prendre la mesure de ce qui a été déjà dit, c'est que les enfants, finalement, sont aussi une source de créativité, une source
de contribution intelligente au fonctionnement social et que ce n'est pas une perte de temps que d'investir à les faire participer et à respecter finalement ce qu'ils ont à contribuer. Et je pense qu'il y a des beaux exemples, mais maintenant même la Confédération s'y met puisqu'elle a débloqué des fonds pour encourager les cantons et les municipalités d'encourager la participation politique des enfants. Pas des jeunes, encore une fois, 0-18 ans, mais on n'est pas méchant, on ne va pas exclure les jeunes au-delà de 18 ans. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vous propose de vous donner la parole, de prendre quelques-unes de vos questions, et puis ensuite, je lirai aussi certaines des questions des internautes qui nous suivent, mais je vous propose de vous manifester. Alors nous, on ne vous voit pas très bien parce qu'on a des spotlights assez forts, donc vraiment, il faut nous faire des signes. Puis il y a des personnes qui vont vous donner des micros pour qu'on puisse vous entendre. Merci. Merci. Bonjour, je suis Isabelle Collet, je suis vraiment très contente d'avoir entendu cet ensemble de conférences ce soir. C'est toujours un plaisir de vous entendre parler et d'entendre parler des questions du numérique. Et alors, il y a quelque chose qui m'a déstabilisée, c'est votre titre, d'autant plus que vous n'y êtes pas revenu. Hygiène du numérique. Et alors, moi, je voudrais parler... Alors, je suis un peu une maniaque de la terminologie, je voudrais parler de ce mot « hygiène du numérique ». Il m'a vraiment posé problème. Et j'ai vu qu'il était repris, alors pas mal à l'éducation nationale, en France ça commence à venir, mais qu'il était repris dans l'idée qu'on va apprendre aux enfants, au lieu de dire éducation au numérique, qu'on va leur apprendre l'hygiène du numérique. Et j'ai même vu un texte tout à fait étonnant, comme on leur apprend à se laver les dents, on va leur apprendre l'hygiène du numérique. Alors moi j'ai un vrai problème avec ce mot hygiène, déjà parce que on mélange dedans des choses qui n'ont rien à voir, comme la pédocriminalité, la haine en ligne et un rapport compulsif aux réseaux sociaux. Il y en a un qui a un crime et l'autre, enfin que je ne sache pas encore. Ensuite, parce que c'est très prescriptif, lave-toi les dents, utilise pas trop les écrans, trie tes déchets, c'est un peu de la pédagogie des bonnes pratiques, il n'y a pas de sens derrière. Et puis, ce terme hygiène, ça me rappelle un petit peu des... Alors peut-être que je vais un peu loin, mais des théories hygiénistes. Et puis on sait bien qui s'occupent de l'hygiène, hein. C'est les mamans qui s'occupent de l'hygiène. Et ça, Claire, tu le montres très très bien dans tes travaux. Et on l'a revu sur la vidéo qu'a montré Sébastien. Que disent les mamans? Bah oui, si les mamans sont pénibles, c'est parce que les papas ils font autre chose, hein. Voilà. Et l'hygiène, c'est toujours les mamans qui s'en occupent. Ils sont sur leur téléphone. Voilà. Voilà, ils sont sur leur téléphone, c'est ça. Parce que eux, c'est pas pareil. Donc, vous avez mis ce mot hygiène en titre. Moi, je le trouve très problématique. Et puis après, et dans votre intervention, vous n'en avez plus du tout parlé. Alors, pourquoi ce titre? Alors, en fait, personne a choisi ce titre ici dans les personnes qui s'expriment. Effectivement, moi, je suis une personne vraiment anti-diet. Donc, je n'aime pas du tout non plus... Enfin, voilà, c'est pas un terme que j'aurais choisi, mais je ne sais pas si Yaniv, peut-être, vous voulez prendre la parole par rapport au titre ou à son histoire, voilà, parce que en l'occurrence, nous, on peut vraiment pas répondre pour ça, et je pense que tu es la meilleure personne pour répondre. Volontiers. Ouais, merci Yaniv. Effectivement, je sens que cette question était plutôt adressée au Bureau de la transformation numérique et en particulier moi-même qui avons organisé ce cycle de conférences. Donc, pour faire bref, ce titre a été choisi en particulier pour une référence aux risques plutôt qu'aux opportunités, en particulier dans l'idée peut-être d'attirer aussi un public qui était plutôt sceptique, technosceptique, pour ensuite parler des autres aspects un peu plus optimistes. Donc c'était un petit peu opportuniste pour attirer déjà le doigt sur les questions plutôt risques, et puis ensuite on a parlé, me semble-t-il, aussi des opportunités, donc à mon sens, mission accomplie. Donc voilà, ça c'était pour le titre, et puis je me réjouis qu'on arrive ensuite aux questions de substance. Merci. Oui, bonsoir, Anne-Marie Cruz, je suis enseignante dans le secondaire 2, je suis aussi parent d'élèves et parent de 2 enfants de 2 ans et 5 ans, et je suis aussi membre d'une association nouvellement créée qui s'appelle Réfléchissons à l'usage du numérique et des écrans, qui est justement très critique et qui a déposé un moratoire concernant la formation par le numérique à l'école primaire. Donc je vous remercie pour ces interventions.
J'avais quelques interrogations et questions. C'est clair que la question du numérique est tellement vaste, on ne peut pas tout traiter, mais par rapport à la question des risques, je voulais poser la question sur la question de la hausse des troubles des apprentissages chez les enfants, parce que chez nous, il y a des logos, des ergots qui observent ce phénomène. C'est donc des documents, des informations du département de l'instruction publique qui constatent des problèmes dans les apprentissages en lien avec la surexposition aux écrans chez les enfants, surtout en bas âge, mais aussi des enfants à l'école primaire qui ont un usage trop important du numérique. Et ça cause justement ces problèmes d'apprentissage. Ensuite, aussi la question de la vue. Il y a récemment des ophtalmologues, que ce soit en Suisse ou ailleurs, qui ont posé la question du développement de la myopie. Dans 20-30 ans, c'est à peu près la moitié de la population mondiale qui sera myope, avec 10% de maladies, notamment une myopie importante qui entraîne des maladies graves qui peut conduire à la cécité. Donc c'est pas du tout juste, parce qu'il y a une sorte de banalisation autour de la myopie, c'est pas grave, mais en fait il peut y avoir aussi des conséquences très importantes. Et je poserai aussi la question, parce que dans tout ce que vous dites, il y a bien sûr bénéfice-risque, mais il y a aussi, j'ai l'impression des fois, un petit peu de minimalisation en fait, et de dire en fait il faut encourager l'usage, c'est comme ça, on vit dans un monde numérique. Mais je pense qu'en tant que parent aussi, il y a la possibilité de faire différemment avec ses enfants. En tout cas, mes enfants, ils ne sont pas nés avec un smartphone devant eux quand ils sont arrivés à la maternité. On essaie justement aussi d'être dans des relations, du relationnel, et pas seulement justement de la mise en scène numérique continuelle. Et ça aussi, je trouve que des fois, en tout cas dans vos commentaires, il y a peu de critiques en fait, par rapport à cela, alors qu'on sait qu'il y a aussi des problèmes, par exemple, dans des troubles de l'attachement enfant-parent, parce que justement, il y a les téléphones qui prennent tellement de place que les enfants, des fois, ils n'arrivent même plus à développer une relation saine, ou en tout cas constructive, parce que le téléphone a pris la place de la relation avec leurs parents. Donc voilà, il y a un peu tout ça, je trouve, qui manque. Alors bien sûr, je remercie en tout cas quelques intervenants qui ont précisé la question de l'âge, parce que quand on parle des 15 ans ou des 5 ans, c'est très différent. Et c'est pour ça que j'apprécie quand ça a été mentionné que c'était par exemple les 12-18 ans ou que c'est les 15 ans, c'est 2-3 heures. Je pense qu'il faut le préciser parce qu'en tout cas, Andreas Schleicher, qui récemment de l'OCDE est venu faire une conférence sur notre invitation, il a dit qu'en fait, c'est à partir de 15 ans que les jeunes peuvent vraiment distinguer l'appareil, l'outil, de l'usage qu'on en fait. Parce que souvent, en tout cas chez les plus petits, ça prend toute la place. Et il y a une étude qui a été réalisée aux États-Unis sur l'apprentissage du chinois qui a montré qu'à 5 ans, avec un enseignant qui parlait chinois, il y avait tout un protocole. Au bout de quelques mois, les enfants savaient parler chinois, mais quand il y avait un espace numérique avec le même protocole, le même enseignant, le même nombre d'heures de parler en chinois par l'enseignant, les enfants, ils n'avaient rien appris du tout. Donc voilà, il y a tout cet aspect, je pense qu'il est aussi important de mentionner, c'est la question de la hausse des troubles des apprentissages, la question de la myopie, et la question aussi des acquisitions fondamentales, c'est qu'il y a des stades de développement, si on les manque, en fait c'est trop tard. Et ça, c'est aussi essentiel, je pense, de le mettre en avant, que ce soit à l'école ou que ce soit aussi à titre privé dans la sphère familiale. Merci beaucoup. Merci. Oui, je veux bien Philippe, commencer. Oui, volontiers. Non, merci de votre intervention et qui comporte beaucoup de dimensions. Donc, je ne vais pas, ce n'est pas une conversation sur chaque point, mais je crois qu'il faut. Moi, je constate que c'est inéluctable. Donc, nous sommes envahis par le numérique, comme il y a 2 siècles. On aurait pu dire finalement le moteur à essence ou la vapeur faut s'en méfier, puis il y aura peut-être un monde sans voiture. Je veux dire, c'est simplement une réalité. On est dans une transformation paradigmatique qui est réelle. Mais ce n'est pas une critique par rapport à ce que vous soulevez. Hein. Je ne pense pas que vous êtes en train de dire que vous voulez vivre comme les Amish. Vous signalez des inquiétudes et des éléments qui devraient être pris au sérieux. Maintenant, sur des points précis, vous avez parfaitement raison. Je crois qu'il y a tous les spécialistes du développement de l'enfant vous diront avant un certain âge, il faut autant que possible éviter les écrans et favoriser l'interaction sociale
parents-enfants ou entre enfants, parce que ce sont des moments clés du développement, comme vous le citiez, de l'attachement et d'autres dimensions. Mais là où je vais aussi peut-être dévier de ce que vous soulevez, c'est qu'au fond, moi ce n'est pas tellement la limitation de l'écran. Évidemment, je pense qu'il y a des moments où ça déborde. C'est plutôt comment apprendre aux parents de faire autre chose que de laisser leur enfant être sur les écrans, et comment encourager les parents à avoir des alternatives en poche d'activités qu'ils peuvent faire avec les enfants, encourager à faire les autres à faire avec eux. Et c'est finalement une pédagogie, je pense, plus large que simplement allumer l'écran, l'éteindre. Je ne sais pas. Toujours est-il que... Et puis, comme je l'ai dit, il ne faut pas être dans l'angoisse que tout doit passer par le numérique non plus. Il y a plein d'autres apprentissages qui sont cruciaux. Moi, la lecture, je désespère avec mes enfants de leur faire ouvrir des livres plus récents, plus longtemps. Et juste pour terminer, juste pour vous dire comment les époques changent, moi, je me suis fait punir beaucoup de fois quand j'étais jeune parce que je n'éteignais pas la lumière et je continuais à lire tard dans la nuit. Et mes parents désespéraient parce qu'ils disaient « tu vas t'abîmer la vue si tu passes trop d'heures et tu vas abîmer ton sommeil ». Eh bien, je suis content que je ne les ai pas obéis. Ça m'a permis de finalement m'intéresser à plein de choses. Et il y a plein d'enfants qui, quels que soient les outils qu'ils ont à disposition, vont exploiter ces outils dans un sens positif. Mais je ne veux pas du tout limiter finalement les inquiétudes que vous soulevez, qui sont aussi réelles. Merci. Peut-être aussi juste un petit complément. C'est sûr qu'ici, je pense que c'est vraiment pas le but de nier qu'il y a des dangers et qu'il y a des risques. Simplement, il y a évidemment énormément de peurs qui sont exprimées et qui sont souvent mal maîtrisées aussi par les adultes. Parce que c'est tellement vaste qu'on ne sait même plus la cible de notre peur finalement. Et peut-être que l'éducation doit aussi passer à dire « Ok, on va essayer de cibler vraiment ces risques et ces dangers pour y répondre de manière adéquate à chaque fois ». Ensuite, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a aussi beaucoup de mépris de classe et d'inégalité de classe et de genre. Ça a été dit un petit peu, mais on voit quand même dans l'accompagnement à la parentalité, et notamment des parents qui laissent beaucoup les enfants devant les écrans, qui laissent beaucoup les enfants devant la télévision depuis aussi des dizaines et des dizaines d'années. Il y a aussi beaucoup de culpabilisation des parents. C'est ce que vous disiez, de quelles sont les alternatives, parce que en fait, souvent les parents sont démunis et ils sont en charge d'une immense responsabilité d'encadrer les usages de ces écrans. Eux-mêmes sont, vous pas, et pas du tout tous les parents, mais quand même beaucoup de parents sont des gros usagers aussi des écrans. Ils culpabilisent de l'être. Donc voilà, il faut qu'on trouve des manières de vivre avec qui n'est pas uniforme, qui n'est pas une seule manière de vivre avec pour tout le monde. On a le droit de se positionner comme parent, comme individu, etc. Mais de faire avec de la manière, on va dire, la plus sereine possible peut-être. Et ça, c'est une décision collective, c'est quelque chose de collectif et de social. Peut-être je vais prendre une ou deux questions justement des internautes, parce que le temps file, on a bientôt fini. J'ai une question pour Sandra. How to conciliate youth participation and digital inequality, most of all North and South? A big question, but... Wow. Okay, so youth participation is not dependent on having digital access. In fact, many of the formats you can read about in the publication I shared, but other more well-known formats do not necessarily per se require access to digital technology. So that's, I want to say this more as there is no excuse to say I can't do youth participation as an adult. I cannot enable that because young people don't have access. No, you can find ways to do it offline. But it's a reality. A large portion of young people do not have high quality access to the internet. And so how do you, if you do youth engagement that benefits from having access, what do you do about those who don't have access as much? And so just to give you an example from my own work, to narrow the question a little bit,
we do online consultation. So I do online focus groups and one-on-one interviews with young people. During COVID, obviously I couldn't travel to places, I couldn't do it offline, so that mode was off the table. So how do you do it online, knowing exactly that only some young people will have access to it? So you adjust your methodologies. Meaning, in my case, I try to adapt my methodology so you can do it on a phone and don't need to have fancy Zoom on a laptop. I adjusted it so it doesn't have to be real time. So I can have a conversation with a young person and the young person replies whenever the person has time. Because many of the young people I work with or I talk to on a daily basis, they did not have their own devices at home. Even if home had connectivity, often the case was that they would share a phone with the family. And so in many cases, the parents got priority over the phone, and then the young person had to do learning and all other types of engagement at night. So you enable forms of participation that doesn't require real time, doesn't require the best quality of connectivity, and you really figure out what does a person have available, and you should adapt to their needs and their context and not the other way around. Merci beaucoup. Et je vais prendre une dernière question des internautes qui a été likée. Donc une question pour toi, Sébastien, sur le rôle de l'école finalement aussi. On a pas mal parlé des parents, des institutions privées, publiques. Mais quel serait le rôle de l'école face à cette abondance d'informations et à la nécessité de faire le tri? Est-ce que l'école, selon toi, a un rôle à jouer et lequel? Alors, l'école, elle fait déjà beaucoup. En fait, ce que font, de façon générale, je dirais, les pouvoirs publics, c'est, dans un premier temps, de dire aux jeunes, venez avec votre propre appareil. C'est-à-dire l'idée, les Anglais diraient « bring your own device », amène ton propre appareil, et on va voir à partir de ton propre appareil ce qu'on peut faire. Et au fond, ça consiste à dire aux jeunes, d'ailleurs c'est des expériences qui sont menées au centre de la Suisse, notamment à Appenzell, qui sont, je trouve, pour le coup très bien. Puis ça consiste à dire, vous avez toujours eu un certain type de pratique sur votre téléphone portable ou sur votre tablette, vous pouvez en avoir d'autres. Donc une des premières choses que fait déjà l'école, ça consiste à dire, on peut faire d'autres choses que ce que vous faites déjà. La deuxième chose que font les pouvoirs publics, je dis les pouvoirs publics parce que dedans il y a aussi par exemple les médias publics, c'est ils constituent des espaces sûrs. C'est-à-dire que les écoles, mais en Suisse la RTS, en France, France Télévisions, etc., proposent déjà toute une série de contenus qui sont des contenus pédagogiques et qui sont des contenus très instructifs et qui s'adressent aux jeunes. À cela s'ajoutent des espaces de dialogue où les jeunes peuvent dialoguer. Donc voilà ce que fait déjà l'école. Et puis il y a peut-être une dernière chose que je voudrais rajouter, et ça fait peut-être le lien avec ce qu'a dit Madame. On s'est posé la question, au fond, mais comment est-ce qu'on va sortir de cette période du Covid? Puisque durant la période du Covid, on a eu des activités très intenses sur le numérique, pour les achats, pour les réunions, pour le travail, les rencontres, les loisirs et que sais-je d'autre encore. Et donc, une des hypothèses, mais est-ce que le génie qui est sorti de la bouteille, est-ce qu'il va y revenir? En fait, non. En fait, ce qu'on apprend, c'est qu'on ne désapprend jamais. Une fois qu'on a appris de nouvelles technologies, des nouvelles routines, on ne les désapprend pas. Et donc, il est fort probable que cette intensité d'activité qu'on a eue, chacune et chacun d'entre nous, quel que soit notre rôle ou nos fonctions, on va les garder. Reste à savoir combien de temps encore, et reste à savoir si on en sortira grandi et plus libre. Maybe just to add to that, because it's my favorite topic, talking about schools and digital skills. I think in the midst of this digital transformation, 4 things are changing to reflect as a school. One is how young people are learning is changing. So young people learn on the go, young people learn through tablets, laptops. Things are changing about the how.
where young people learn is also changing. School is one place, but you have YouTube, Khan Academy, and all the Scratch, all the different platforms. So you need to ask yourself, okay, where are my students learning? With whom are students learning? In an ideal scenario, it's the teacher, but librarians, online influencers, mentors, tutors, online, there are lots of other people young people are learning with. And then the big question is the what. What should we be teaching as a school when it comes to digital? And so we did at Berkman Klein a mapping of what others, not just us, think the what should be. Global mapping took us 4 years to do it, and we come up with 17 areas. Now you're going to say, Sandra, you're crazy. Schools are already busy. Now you're telling me that in addition to all these other things, there are 17 areas we should teach within which we should teach digital skills, and I say that's correct. But the good news is there are ways to integrate these topics into common subjects. So you can be teaching math and teach about data literacy, or you can teach about history and talk about identity. So any of these 17 areas can be incorporated into a class, and it's just important that the schools are mindful of it, because in the end, having digital skills, and then maybe that goes back to your earlier question about the responsibilities of a parent, having digital skills is a game changer today. As you speak many languages, and that gives you an advantage, having digital skills is a competitive advantage in today's labor market. So as schools, we have a responsibility to equip young people with digital skills. And yeah, start somewhere. I think that's a good way to go. Merci, merci beaucoup. Alors, on va devoir arrêter malheureusement les sessions de questions. C'est un peu frustrant, je sais. Mais voilà, on arrive au bout de l'heure. Et puis, je vais demander à Yaniv Benaou de venir pour les quelques mots de la fin. Et voilà. Merci beaucoup pour vos questions. Et merci aussi aux personnes en ligne qui ont participé à la table ronde. Effectivement, nous avons atteint le temps. Nous avions 1h30 pour un sujet extrêmement vaste, riche. On a ouvert beaucoup de boîtes. Je remercie infiniment les experts, les expertes et les questions du public et des étudiantes et étudiants pour ceci. Pour clore, j'ai juste 2 informations à vous communiquer. Première information, c'est que sur l'écran, vous verrez un formulaire d'évaluation de la conférence que vous êtes volontiers invité à remplir. Ça nous aide à améliorer et enrichir les prochaines conférences. On espère qu'il y aura un 3e cycle lors duquel, si on reprend ce sujet, effectivement, on sera aussi, on vérifiera 2 fois les titres de conférences. J'ai vu aussi un commentaire intéressant dans les questions. Par exemple, n'aurait-on pas pu impliquer plus, voire impliquer tout court les jeunes, enfin les enfants? C'est un très bon point. On a, avec les étudiantes et étudiants, je n'ai pas demandé leur âge, mais peut-être vous aussi des digital natives, mais c'est vrai qu'on aurait pu impliquer davantage d'enfants, donc ce sera une excellente suggestion pour une prochaine conférence sur le sujet, puisque vraisemblablement le sujet est de loin pas épuisé. Donc, première information, merci à celles et ceux qui veulent bien remplir le formulaire, ça nous aide à améliorer les prochaines conférences. Deuxième information, simplement je vous rappelle que les conférences sont visionnables en replay sur notre site si vous souhaitez revoir celle-ci ou les précédentes. Et puis, la prochaine, je vous donne rendez-vous le 3 mai pour la prochaine conférence qui est la 4e et dernière du cycle sur les technologies de surveillance au service des régimes autoritaires et démocratiques. Quelles limites? Là, on parlera notamment des questions de reconnaissance faciale, crédits sociaux, détecteurs à émotions, et puis quelles limites prévoir, sachant qu'on parle de plus en plus de la souveraineté numérique, notamment de la Suisse, pour essayer de ne pas être dépendant d'autres États et d'autres technologies. Donc, je vous donne rendez-vous le 3 mai. Enfin, impossible de terminer cette conclusion sans remercier les personnes qui ont permis un tel projet, bien entendu le rectorat et en particulier le bureau de la transformation numérique auquel je suis rattaché, le service de communication et technique, et puis bien évidemment, une fois de plus, les étudiantes, étudiants, vous autres dans la salle et à distance pour vos questions, et naturellement les experts que je remercie vivement et qu'on peut applaudir encore.